Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale, collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Christian Laroche, Psychanalyse, Sociologie, Connexion 2021. Sofiane Bouhdiba, La mortalité des motards, la mort au guidon, 2021. Annabelle Bonnet, Léontine Zanta, Histoire oubliée de la première docteure française en philosophie 2021. Frédéric Rognon, La tribu, une utopie pour sauver la planète 2021. David Emler, La politique, l'histoire, la mémoire 2021. Sébastien Jakubowski, Les transformations institutionnelles de l'action publique, armée, enseignement supérieur et enseignement scolaire. Contribution à la sociologie des organisations 2021. Claudie Servian, Hybridité culturelle de la danse théâtrale états-unienne à partir de la fin du XIXe siècle, 2021. Laetitia Orzedlecguinchard, Des bibliothèques contre l'incertitude. L'expérience ethnographique des pairs comme équipement, 2021. Laurent Aucher, Daniel Champion, Récits d'anciens métallos 2021. Raymond Salah, Alain Tarius, Joanne Becat, Un millénaire de cosmopolitisme féminin à Perpignan et à ses frontières, 2021. Dédicace. À la mémoire de mes grands-parents Nina et Victor. Remerciements. Cet ouvrage est le fruit d'un long cheminement, ponctué de maintes rencontres et discussions. Ce cheminement a commencé avec une recherche de thèse, et je remercie tout d'abord Marc Bessin pour son suivi attentif et extrêmement stimulant. Je suis également reconnaissante aux membres de mon jury de thèse pour leurs critiques et leurs encouragements, Michel Leclerc-Olive, Elisabeth Anstedt, Vincent Karadec, Claude Martin, Jean-Hugues Deschaux et Patrice Bourdelais. Une pensée particulière aux personnes qui ont accepté de me raconter les histoires de leur vie et de leur famille, sans lesquelles cette recherche n'aurait jamais existé. Je ne peux pas les nommer pour des raisons déontologiques, mais je tiens à leur exprimer ma profonde gratitude. L'IRIS, le laboratoire où j'ai fait ma thèse, a été un cadre accueillant dans lequel j'ai rencontré des chercheurs, post-doctorants et doctorants que je remercie pour les échanges et la sollicitude. Constance Perrin-Joly m'a offert un accompagnement amical, critique et stimulant le long de ce parcours. Je remercie également celles qui ont eu la gentillesse de lire mes premières analyses, avec beaucoup de bienveillance. Élodie Janicot, Sylvie Fissinger, Méoïne Agege, Elisa Herman, Camille Lancelevé et Anne-Sophie Vosary. Cependant, la thèse n'a été que le début puisqu'un travail de réécriture a été nécessaire par la suite. Je remercie Virginie Vinel et Cécile Charlap pour l'amitié et leur relecture enthousiaste qui m'a poussé à mener ce travail à terme. Enfin, je pense à mes proches et mes amis qui ont été à mes côtés lors de ces années, en faisant preuve de soutien, de compréhension et de patience. Introduction. Les relations entre générations et l'équité des échanges, au sein de la société et dans la famille, ont été un des sujets principaux des débats publics des dernières décennies en France, Chauvel, 1998-2001, Martin, 2002. Cependant, la comptabilité générationnelle, c'est-à-dire la balance entre les transferts reçus et donnés, s'est avérée difficile à faire, Masson 2009. Les théories économiques font impasse sur l'opposition altruisme-égoïsme, Masson 2009, et les sciences sociales montrent que les dons et des contre-dons intergénérationnels comprennent des échanges matériels tout comme symboliques et psychologiques, directs ou différés, Atia Donfu 1995, Bio et al. 2015, Renaud 2001. Cet ouvrage continue à interroger les aides entre les générations familiales en adoptant la perspective du care et celle des parcours de vie. Cet ouvrage s'intéresse à la France et la Russie. Cette comparaison s'appuie sur les ressemblances des structures et des normes familiales dans les deux pays ainsi que par des divergences des contextes,
politique et sociale. En effet, dans les deux pays, plus de 3/4 des familles comprennent au moins 3 générations. Gender and Generation Survey 2004 à 2005, GGS par la suite. Il s'agit de 2 pays où la norme résidentielle est la famille nucléaire comprenant une génération adulte, et éventuellement des enfants mineurs. La norme est de vivre indépendamment de ses parents à partir de l'âge de 21 ans, cependant la cohabitation reste plus fréquente en Russie, où la récohabitation est habituelle pour les rares femmes de 60 ans et plus qui ont des parents en vie, GGS. En même temps, les 2 pays sont porteurs d'histoires politiques, sociales et économiques bien divergentes. Si l'on essayait de situer les 2 pays dans le classement d'État-providence, la France peut être qualifiée de régime continental, Esping-Andersen 2008. Quant à la Russie, elle peut être située dans un groupe à part de pays post-communistes dont le niveau de dépenses publiques sur welfare se trouve au niveau de type continental, mais la couverture des besoins sociaux est bien inférieure, Fenger 2007. En revanche, si l'on se focalise sur l'aspect normatif, on constate qu'une même vision du social est partagée dans les 2 pays, celle reposant largement sur l'entraide familiale qu'André Masson qualifie de multisolidaire, 2009. En France comme en Russie, la prise en charge de la petite enfance relève plutôt de la famille, chapitre 3. L'accès massif des femmes au travail n'a pas modifié le fait que la charge familiale repose grandement sur elles, Crompton, Lyonnette, 2006, Grusdeva, Certina, 1983, Teplova, 2007, et les aides familiales aux personnes âgées sont fréquentes et socialement attendues, Lefebvre et Al, 2009. Nous avons donc affaire à 2 pays où les structures familiales sont proches ainsi que les attentes en termes de solidarité familiale, mais qui se caractérisent par des conditions sociales et économiques très différentes. À l'État-tirelire français, Esping-Andersen 2008, s'oppose la version réduite de l'État social russe assurant surtout une aide financière aux plus pauvres et les pensions des retraites, Lefranc 2015. En outre, la représentation de la famille comme responsable de ses enfants et ses aînés ne signifie pas que le même degré d'implication des proches est attendu dans les 2 cas. Tout comme il serait impossible de parler de la famille française, Deschaux, 2009b, ou de la famille russe, Karseva 2003, au singulier, il serait réducteur de tenter de construire un seul modèle de grande parentalité pour chacun des pays. Le pays sera donc un facteur explicatif parmi d'autres qui ne sera d'ailleurs pas nécessairement le plus significatif. Notion de grand-parentalité. Les recherches sur les grands-parents ont été initiées par les sociologues depuis une 40aine d'années, d'abord aux États-Unis, Neugarten, Weinstein 1964, ensuite en Europe. En France, on peut citer plusieurs recherches sociologiques portant sur les grands-parents, Atia Donfus et Galen 2007, Gestin 2002, Le Borgne-Huguin 2001-2003. En outre, 2 recueils de textes analysant les figures grand-parentales à l'échelle internationale ont été publiés, Harber, Timonen 2012b, Atia Donfus et Galen 2001a. En Russie, il n'existe que 2 tentatives d'analyse sociologique, focalisées uniquement sur des grands-mères, Krasnova 2000, Semenova 1996. Cependant, les grands-parents, relativement peu investis par des sociologues, sont très médiatisés ces derniers temps. En France, de nombreux ouvrages destinés au grand public, principalement aux seniors, véhiculent une image de nouveaux grands-parents, plus jeunes, plus actifs, plus présents auprès des petits-enfants, Donfus 2007, Collange 2007. Des magazines s'adressant aux jeunes retraités contribuent également à cette image, Gestin 2002. En Russie, depuis le milieu des années 2000, les magazines s'adressant aux familles et aux personnes âgées mettent en avant l'image d'une grand-mère plus jeune, plus dynamique et moins impliquée dans la garde des petits-enfants, Barkhane 2008, Fedorova 2006. Même si certaines recherches appuient cette image médiatique en proposant la thèse de la nouvelle grand-parentalité, Atia Donfus et Galen 2007, la réalité sociale se montre bien plus complexe. La nouvelle grand-parentalité plus petit que plus grand que ne croise que très partiellement les expériences grand-parentales ordinaires. Elle occulte à la fois l'inégalité des ressources et la diversité des expériences en érigeant en modèle un type spécifique, socialement situé et non dynamique de rôle grand-parental. Hummel, Perrenou 2009b page 46. En revanche,
certains sociologues français présentent une femme âgée qui cohabiterait avec ses enfants et détiendrait une autorité dans la famille comme le modèle culturel et unique de la grand-mère russe. Atia Donfus, Segalen 2007. Cette représentation se base sur la recherche entreprise par Elisabeth G. Saundstedt, 1998-2001, au milieu des années 1990 dans une petite ville de province, qui a été lue de manière culturaliste. Lors de mon enquête de terrain, conduite principalement à Moscou 15 ans plus tard, ce type de grand-mère ne s'est rencontré que dans les récits sur les babouchkas disparus ou très âgés, chapitre 1. Ce livre cherchera donc à contextualiser les figures grand-parentales et les saisir dans leur diversité. L'histoire des grands-parents est liée aux évolutions des familles, russes et françaises, qui peuvent se résumer autour de deux grandes lignes. D'une part, suite aux évolutions démographiques, les générations dans les familles d'aujourd'hui ne se remplacent plus, elles se chevauchent, Lebras 1973. Les familles de 3 générations prédominent avec 57%, en France comme en Russie. Les familles de 4 et 5 générations correspondent à 22% des familles françaises et 23% des familles russes, GGS. D'autre part, les rapports entre générations s'inscrivent dans le contexte du nouvel esprit de la famille, basé sur l'individualisme, Atia Donfus et al., 2002, et les liens électifs dans la parenté, Keller et al., 2004. La relation élective est une relation privilégiée que rien n'oblige ou ne destine à être privilégiée. Elle est en cela le produit d'un choix individuel où n'intervient aucune prescription collective. Deschaux, 1988 pp 243 à 244. Dans les deux pays, vers la fin du XXe siècle, les rapports entre les parents et leurs enfants mineurs se démocratisent et deviennent plus relationnels qu'autoritaires. Singli 2, 2004, Cernova Spakovska 2010. En même temps, la famille conjugale se fragilise, on observe une augmentation du nombre des divorces et la monoparentalité devient une étape normale dans un parcours de vie féminin. Martin, 1997, Utrata 2015. De ce fait, si autrefois, les liens conjugaux cimentaient les familles françaises et russes, aujourd'hui ce rôle appartient aux liens de filiation, Atia Donfus et al. 2002, Codard 1992, Martin 1996, 2002, Utrata 2015. Ce livre s'inscrit dans la perspective des travaux sur les liens entre générations familiales, qu'il essaie de saisir en croisant les regards des générations. Pour la plupart, les recherches sur les grands-parents ne recueillent que les témoignages d'un seul parti, généralement les grands-parents Atia Donfus Segalen 2007, Krasnova 2000, Le Born-Huguin 2001-2003, Neugarten Weinstein 1964, ou bien les parents Zdravomislova 2003. Ces informations reproduisent alors la domination des adultes, Robin Séverac 2013. Certaines enquêtes prennent tout de même en compte la parole des petits-enfants, Hummel Perrenou 2009a, B. Pionel et al., 2013. L'unique tentative à faire une recherche auprès des 3 générations dans une famille, dont une mineure, à ma connaissance, a été entreprise par Andrew Sherlin et Frank Furstenberg, 1992, qui ont construit leur terrain à partir d'un échantillon d'adolescents. Ce livre suit cette démarche, en intégrant le point de vue des petits-enfants à partir de 4 ans. En outre, une recherche se limitant à la relation grands-parents-petit-enfant aurait été soit myope de la réalité complexe des rapports intergénérationnels, soit limitée à une période de l'adolescence et l'âge adulte des petits-enfants. En revanche, quand il s'agit d'analyser les rapports avec les grands-parents à partir du plus bas âge, il est indispensable de prendre en compte les représentations, les relations et les comportements des parents comme les personnes ayant le plus de droits, légaux et légitimes, dans la prise de décision concernant l'éducation et la garde de leurs enfants. Kazman, Jamin 2006. Les 2 facettes de la garde des petits-enfants, décrites dans la littérature anglophone par les termes de child savers et mother savers, Harber, Timonen 2012a, littéralement sauveurs d'enfants ou ceux de mère, ne peuvent pas être séparés. Bourguignon, Roussel 1976. Pareillement, comme nous le verrons dans le chapitre 5, l'aide des petits-enfants aux grands-parents âgés se dispense comme contre-don aux aïeux, mais aussi comme une aide aux aidants principaux qui sont souvent les parents. Afin de comprendre les rapports entre les grands-parents et les petits-enfants, il est alors indispensable de prendre en compte cette relation triadique, Harber, Timonen 2012a. La notion de grand-parentalité, traduction du terme anglais grand-parhood,
semble donc approprié à cette démarche d'analyse des relations dans la famille à travers 3 générations. Ce livre s'appuie essentiellement sur des histoires de vie, Berthaud 1982, recueillies auprès de plusieurs membres de la même famille de 3 voire 4 générations. En récoltant les informations générales sur la vie professionnelle, familiale, les intérêts et les occupations de l'interviewé, les entretiens se sont focalisés sur la question de la garde d'enfants, des relations avec les ascendants et les descendants. Dans chaque famille, je demandais de rencontrer autant de personnes qui étaient disponibles pour un entretien, mais dans certaines, il n'a été possible de rencontrer qu'une seule personne. Les situations comme maladie et divorce ont incité certains ES de mes interviewés à me faire comprendre qu'il était impossible de voir tel le ou tel le de leurs proches. L'impossibilité de traverser les lignes de rupture et des conflits dans les familles m'a peut-être donné une vision unilatérale, mais a en même temps montré comment des conflits façonnent les réseaux familiaux. La distance géographique a aussi constitué un obstacle à une étude plus approfondie de certaines familles. La dispersion du réseau familial entre différents pays concerne principalement les milieux favorisés puisque je cherchais des familles dans lesquelles au moins 2 générations sont nées sur le sol français et russe. La dispersion géographique a limité l'accès à l'ensemble de certaines familles, mais elle a permis d'observer la relation entre la distance géographique et relationnelle. En Russie, 88 personnes âgées de 4 à 97 ans ont été interviewées entre 2007 et 2009 sur 25 hommes et 63 femmes. Parmi ces personnes, 10 sont déjà arrière-grands-parents, 2 arrière-grands-pères et 8 arrière-grands-mères, 28 sont grands-parents, 6 grands-pères et 22 grands-mères, 24 sont parents, 7 pères et 17 mères, et 26 n'ont pas encore d'enfants, mais ils ont encore leurs grands-parents, 10 petits-fils et 16 petites-filles. Au total, 31 familles russes ont été concernées par ma recherche. La majorité de ces familles est moscovite, 22, 3 habitent en milieu rural. Les autres résidant dans des villes à environ 200 km de Moscou. En France, ma recherche a également touché 31 familles. 74 personnes âgées de 4 à 89 ans ont été interviewées entre 2008 et 2011, dont 22 hommes et 52 femmes. Parmi ces personnes, 2 sont arrière-grand-mères, 24 sont grands-parents, 7 grands-pères et 17 grands-mères, 25 sont parents, 7 pères et 18 mères, 23 n'ont pas d'enfants mais ont encore leurs aïeux, 9 petits-fils et 14 petites-filles. La majorité des interviewés habitent à Paris ou dans la région parisienne, 19 familles, les autres vivent en Limousin ou en Auvergne. 3 familles sont des résidents du milieu rural. La boule de neige, comme méthode de recrutement des interviewés a facilité les négociations des entretiens, mais elle implique inévitablement le risque d'obtenir un terrain homogène, notamment en termes de milieux sociaux. La difficulté d'accès au milieu populaire est liée avant tout à ma propre appartenance sociale, qui constitue un obstacle difficile à contourner puisque l'homophilie sociale est plus forte que celle de l'âge ou de sexe, Bidar, 1997, Karadec, 2003. De ce fait, j'ai dû passer par des parents éloignés, des amis issus de petites et moyennes villes, des employés de mes connaissances pour avoir accès au milieu populaire en Russie. En France, c'est la proximité spatiale des milieux sociaux en milieu rural et dans des villes moyennes qui a permis de résoudre ce problème. L'accès à la formation supérieure de masse plus tardive en France, Chauvel, 1998, a également facilité le contact avec les milieux populaires par l'intermédiaire des générations aînées. La méthode de la boule de neige a également induit un biais GENRE accent aigu. Mon terrain est majoritairement féminin. Ceci peut être expliqué d'un côté, par ma propre appartenance genrée et le fait d'avoir mobilisé des réseaux de sociabilité féminine. De l'autre côté, en faisant des demandes d'entretien, je me suis rendu compte que très souvent les femmes étaient plus disposées que les hommes à parler de la famille ou de leur parcours de vie. Le monde privé étant régi principalement par les femmes, Bott, 1957, Deschaux, 1988, Jonas Le Pape, 2007, Teplova, 2007, les hommes se tenaient généralement à l'écart, laissant leur épouse parler au nom du couple. En outre, les femmes, mères ou grand-mères, bien que souvent en activité, ont été mises en avant par leur famille comme les personnes les plus disponibles. Les données de l'enquête internationale Gender and Generation Survey, GGS, nommée « Étude des relations familiales et intergénérationnelles »,
en France, m'ont permis de combler les lacunes des données qualitatives par 2 jeux de statistiques quasi parfaitement comparables entre eux. J'ai eu accès aux données de la première vague de l'enquête conduite en France en 2005 et en Russie, en 2004. 10 079 personnes, âgées de 18 à 79 ans, ont été interrogées en France et 11 261 en Russie. Les 2 échantillons sont représentatifs. Les questionnaires français et russes sont construits d'après un modèle identique. J'ai pu ainsi avoir des statistiques générales sur les configurations familiales, les âges, les occupations, la cohabitation des générations, les pratiques et les attentes d'entraide entre les membres d'une famille autour de la garde d'enfants ou des problèmes de santé. Des temporalités intergénérationnelles. La grand-parentalité doit être analysée comme une dynamique, entre 3 générations au moins, prises chacune dans une temporalité et un enchaînement de places possibles. Le Born-Huguin 2003 page 77. Elle représente donc le lieu de rencontre d'au moins 3 générations. Si les générations familiales ne sont définies que l'une par rapport aux autres, il n'y a pas de grands-parents sans petits-enfants. L'appartenance à chaque génération implique des représentations et des attentes de la part des proches associés à tel ou autre rôle familial. Petite, 2005. L'arrivée des petits-enfants déclenche une révolution dans les relations entre les générations. Atia Donfu, Ségalen, 2001b. Dans de nombreuses cultures, le fait de devenir parent représente une des marques d'entrée définitive dans l'âge adulte. Lévi-Strauss, 1983. Alors que la naissance des petits-enfants peut induire un passage à la vieillesse. Finéal, 2009, Vinel 2007. Les générations familiales sont aussi inscrites dans l'histoire de la société. Du point de vue historique, on peut distinguer la génération au sens fort et la génération au sens faible. Chauvel, 1998. La génération au sens fort, ou génération historique, comprend un groupe de personnes dont le parcours de vie a été marqué par un événement commun. Mannheim, 1990, tandis que génération au sens faible n'est qu'une cohorte de naissance. En parlant de génération, je ferai référence principalement aux générations au sens faible, qui se recoupent avec des générations familiales et deviennent dans de rares cas de générations au sens fort. Chaque génération familiale a un parcours de vie différent. Les parcours de vie sont des séquences d'étapes de vie de personnes concrètes, d'une part, et un ou quelques modèles qui organisent le déroulement des vies humaines, des systèmes de normes dont découlent des rôles d'âge ainsi que des transitions associées à des âges typiques. Cavalli 2007 page 55, d'autre part. Les sociologues français constatent une évolution des modèles de parcours de vie au cours du XXe siècle. D'abord, la société française d'après-guerre voit se mettre en place le modèle temporel dit industriel. 4 processus contribuent à la fabrication de ce modèle de parcours de vie. Bessin, 1994, Su, 1994. Synchronisation des calendriers, chronologisation, standardisation et hiérarchisation des temps de vie. Ce modèle temporel a une triple structure, la jeunesse, l'âge adulte comme âge pivot, et la vieillesse. Le travail salarié structure les âges de la vie. L'entrée dans l'âge adulte est définie par plusieurs passages biographiques comme le mariage et la naissance des enfants, l'acquisition d'un logement indépendant, mais avant tout, par l'accès au travail stable à temps plein. Bessin, 1997. Le seuil entre la 2e et la 3e étape du parcours de vie se définit par le passage à la retraite, instauré après la guerre et renforcé par l'arrivée de la première génération des retraités touchant la pension à taux plein dans les années 1960, Chauvel 2001. L'âge de la retraite est devenu alors l'âge de repos, Guillemard 2010. Ce modèle de parcours de vie était principalement masculin puisque le travail des femmes n'est devenu une norme qu'à partir des années 1960, Marchand, Tello 1997. En Russie, il est possible de retracer les mêmes tendances, à part le fait que l'installation d'un modèle ternaire s'est accompagnée d'une asexuation des parcours de vie, Kushtanina 2019, avec l'accès des femmes au travail dès les années 1920 à 30. La retraite universelle pour la population urbaine a vu le jour dans les années 1950. À partir des années 1970 en France et la fin des années 1980 en Russie, le modèle ternaire s'effrite, les temps sociaux se mélangent, les seuils s'estompent, les parcours se diversifient. Bessin 1994, Kushtanina 2019, Su 1994.
4 processus contribuent à son ébranlement. Désynchronisation des calendriers professionnels et familiaux, déchronologisation, déstandardisation et déhiérarchisation, Bessin, 1994. Le travail ne structure plus les parcours, des phases d'inactivité ponctuent la carrière, chômage, congé parental, congé de formation, reconversion professionnelle. Le salariat comme la forme unique du travail donnant accès aux garanties sociales, en version capitaliste ou socialiste, a cédé la place à une diversité de formes d'emploi, souvent précaires. Le seuil de passage à la retraite se trouve aussi changé. La culture de la sortie précoce installée en France a fait que, d'une part, le taux d'activité des hommes de 65 ans et plus ne dépassait pas 2% pour la période 2000 à 2008. D'autre part, les groupes de travailleurs seniors se sont trouvés fragilisés sur le marché du travail, Guillemard, 2010. En Russie, au contraire, à partir du début des années 1990, on observe un retour vers la culture du droit au travail à tout âge, Guillemard 2010. Le taux d'activité professionnelle des retraités était d'environ un quart au milieu des années 2000, Maleva Sinavskaia, 2008. Enfin, dans les deux pays, la diversification des calendriers familiaux, Deschaux, 2009b, Kushtanina 2019, la fragilisation du mariage et la banalisation des unions successives ont abouti à une disparition d'un parcours familial universel et linéaire. Cependant, malgré la grande diversité d'expériences et de représentations, les références à un âge sont toujours chargées d'une très forte normativité, Cavalli 2007. L'instruction obligatoire était imposée de 6 à 16 ans en France de 1959 à 2019, et de 7 à 14 ans en Russie jusqu'en 2007, 16 ans depuis. Si à l'âge de 17 à 20 ans, 67% des hommes français et 76% des femmes font encore leurs études, en Russie c'est le cas de 56% des hommes et 55% des femmes. À l'âge de 26 à 30 ans, quasiment toutes les jeunes Russes et Françaises ont déjà terminé leur formation, GGS. Le second seuil d'âge se réfère aussi à un âge chronologique. La plupart de la population française se trouve à la retraite à partir de 61 ans alors qu'en Russie, les hommes se retirent du marché du travail après 60 ans et les femmes sont à la retraite à partir de 56 ans, GGS. Les normes chronologiques ne sont pas les mêmes selon les générations. En Russie, encore dans les années 1980 on qualifiait de vieilles les mères qui accouchaient au-delà de 25 ans, ce seuil a sensiblement reculé depuis. Plusieurs femmes nées dans les années 1950 m'ont fait part d'un regret de ne pas avoir eu encore un enfant, car s'approchant de la quarantaine, elles avaient jugé qu'il était trop tard. En France, les recherches constatent la même mutation du regard sur la maternité au-delà de 35 à 40 ans, Finn et al., 2009. La question des âges se posera dans cet ouvrage de deux façons. D'une part, j'interrogerai les perceptions des âges et de l'avancée en âge dans l'ensemble du spectre biographique. Comment est construite et négociée l'avancée en âge des enfants et la gestion de leur temps et de leur fréquentation. Et inversement, j'interrogerai comme les rapports intergénérationnels au sein de la famille peuvent participer au passage d'âge. D'autre part, j'analyserai comment les catégorisations d'âge, généralement binaires opposant les jeunes et les vieux, Karadec 2008, opèrent au sein de la famille autour de la garde des enfants et l'aide aux proches âgés. De cette manière, cet ouvrage ambitionne de contribuer à une sociologie décloisonnée des âges de la vie, Chamayan, Lefrançois, 2012. Essar comme temporalité. La notion de care est impossible à traduire en français puisque chacune de ces traductions renvoie potentiellement à un aspect de care. Le terme d'attention insiste sur une manière de percevoir le monde et les autres. Ceux de souci et de sollicitude renvoient à une manière d'être préoccupé par eux. Enfin, celui de soin, à une manière de s'en occuper concrètement, Garot, Le Goff, 2010, page 5. Le concept de care se présente donc comme la notion la plus large et à la fois la plus neutre parmi les traductions et les synonymes possibles. Paperman, Logier 2005. En effet, le terme de solidarité est chargé d'un sens émotionnel positif, Terry 2007, et prend peu en compte les aspects pratiques. Le concept d'aide, quant à lui, est issu du domaine du soin professionnel et décrit une action unilatérale, Membrado et al., 2005. De ce fait, il ne sera utilisé que pour désigner une pratique, garde d'enfants, soins corporels, aide avec les tâches domestiques, etc.
Le concept de care permet donc d'englober un maximum de pratiques et de sollicitudes sans les réduire à l'aide aux plus démunis, handicapés ou dépendants. Paperman, Logier 2005. Joan Tronto définit le care comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde. 2009 page 143. Cette définition marque une rupture avec le courant maternaliste puisque le care n'est pas présenté comme une relation dyadique, mais comme une relation à plusieurs acteurs, inscrite dans un contexte social et politique. Elle remplace dans l'analyse le travail de l'amour par le travail de la dépendance. Garot, Le Goff 2010 page 96, en déplaçant l'accent des aspects moraux aux pratiques, un domaine proprement sociologique. Enfin, cette définition se détache d'une vision altruiste du care en ouvrant la perspective de l'analyse des motivations des aidants ES. Les approches du care reposent sur 3 idées communes. Tout d'abord, concernant la définition du sujet, elle pose les bases d'une conception alternative du sujet, dans laquelle les notions de vulnérabilité et de dépendance viennent complexifier les conceptions traditionnelles de l'autonomie. Garot, Le Goff 2010 pp 6-7. L'indépendance et l'autonomie représentent donc une fiction, Federkitay 2002, une illusion, au mieux une injonction sociale, Brugère 2008 page 40. Je propose donc d'explorer le care quotidien qui permet aux familles d'exister et de se reproduire, sans forcément être reconnues comme travail. La deuxième thèse stipule que tous les individus sont profondément vulnérables, mais parmi ces pratiques et ces représentations, il y a notamment l'identification sélective de certains groupes comme dépendants ou vulnérables, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies ou de handicap. Ces pratiques et représentations fonctionnent comme des opérateurs de partage, qui maintiennent l'idée d'une frontière entre personnes autonomes et personnes vulnérables. Garot, Le Goff 2010 pp 8-9. Ces frontières morales, Tronto 2009, contribuent à rendre le travail de care plus ou moins invisible. Enfin, les approches du care relèvent d'une théorie morale contextuelle. Tronto 2009. Cela veut dire que le care se veut toujours être la réponse aux besoins concrets des personnes concrètes. Paperman, Logier 2005. Se pose alors la question de l'ancrage biographique et contextuel du care. En outre, le care se trouve toujours inscrit dans les représentations du bien et du mal, du devoir et de la dette. Cette recherche suit la thèse de Virginia Held, selon laquelle le care représente les relations de care, 2006 page 36. Il fait partie des relations asymétriques, au sens où les termes qui y sont impliqués ne peuvent être permutés sans que leur nature même n'en soit modifiée. Zachary Reyners, 2006 page 95. Le care est loin néanmoins d'être un rapport unilatéral. Cette observation permet de rompre avec les explications moralistes, le care comme vertu, et psychologique, la sollicitude comme caractéristique personnelle, du care et de s'orienter vers une analyse sociologique des mécanismes de son fonctionnement. Joan Tronto distingue 4 phases du care 2009 page 147 à 150. 1. Se soucier de caring about, la sollicitude. 2. Prendre en charge, taking care of, la responsabilité en partie gérée par les devoirs légaux comme l'obligation alimentaire, mais principalement régie par les normes associées aux rôles familiaux et les liens interpersonnels. Petite 2005. 3. Prendre soin, caregiving, l'aspect pratique du care, les tâches de soins médicales et paramédicales, les gestes d'hygiène corporelle, l'aide avec les tâches domestiques, l'organisation du loisir ou l'écoute. 4. Recevoir le soin, care receiving. Les relations de care sont maintenues par la réaction de l'EDE, Held 2006, Moser 2004, Duprat-Kustanina 2016. Le care familial sera ainsi analysé non seulement comme une présence de l'aidant auprès de l'EDE, mais une relation mutuelle d'affection, de devoir et de valorisation, qui n'est pas épargnée de tensions et de conflits. Si la définition de care proposée par Joan Tronto 2009 a des apports épistémologiques indéniables, elle reste trop large pour un usage sociologique. Il a fallu donc l'adapter en faisant un détour par les travaux sur le care comme travail, Molinier 2010, et comme présence inscrite dans le temps, Bessin 2014. Les pratiques de care se caractérisent par une autre sorte de temporalité, Paperman 2009 page 94, car c'est une temporalité d'emblée collective, ouverte sur autrui et construite avec autrui, Dubar 2014. De plus,
Les temps du care ne peuvent être contrôlés et compressés de la même façon que d'autres temps du travail. Paperman 2009 page 94. Il semble donc judicieux de définir le care comme le temps dédié à une activité, une discussion ou une réflexion perçue comme répondant aux besoins d'autrui et visant à maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Dans les relations de care seront compris les gestes d'aide et les services, le temps partagé ou consacré à l'organisation des aides et des loisirs, les transferts des biens et les transferts monétaires, l'écoute et le soutien moral. Pour désigner un aspect concret du care, je privilégierai d'autres concepts plus précis comme la garde d'enfants, aide aux proches âgés, soins pour l'aspect plus médical et corporel, soutien moral et écoute. Le concept de care sera utilisé uniquement pour faire référence à plusieurs de ces dimensions à la fois. La question centrale de ce livre sera: comment l'articulation entre les différents aspects du care construit-elle les figures de grand-parentalité à des âges précis et le long du parcours de vie? J'entends par les figures de grand-parentalité les relations de care, ou leur absence, entre 3 générations familiales inscrites dans chaque étape du parcours de vie et dans la durée. Il est difficile de présenter l'aide familiale uniquement comme des échanges calculés, Deschaux 1996, comme des actes d'altruisme Masson 2009, comme un domaine purement affectif Godard 1992, comme des obligations irréfutables, Petite 2005, ou bien comme des choix des individus parfaitement libres Martin 1996. L'analyse du care au sein de la famille doit prendre en compte le souci de l'autonomie pour les membres de la famille, et en même temps la pression normative de la solidarité familiale. Enfin, sachant que les affects et les aides sont souvent liés, Deschaux 1988, Zelizer 2008, j'interroge systématiquement la circulation du care dans les familles en termes de qualité subjective des relations. Les 5 chapitres de ce livre s'organisent de la manière suivante. Je commencerai par 2 chapitres historiques, dédiés à la figure des grands-mères en Russie soviétique et à la grand-parentalité en France, avant les années 1980. Les chapitres suivants vont explorer des figures de grands-parents de manière transversale, en France et en Russie aujourd'hui, en suivant l'ordre chronologique des âges de la vie. Le chapitre 3 s'intéressera aux pratiques grand-parentales dans les familles comprenant des enfants de moins de 10 ans, au prisme des milieux sociaux et des âges des grands-parents. Le chapitre 4 interrogera l'évolution des relations avec les grands-parents au fur et à mesure que les petits-enfants grandissent et à travers le genre, celui des petits-enfants, des grands-parents et des parents. Enfin, le dernier chapitre questionnera les relations de grand-parentalité comme contre-don, Mauss, 2012, 1924 à 1925, en se focalisant sur les situations d'aide familiale aux proches âgés. Chapitre 1. Position centrale des babouchkas soviétiques. Les grands-mères très impliquées ne sont pas une exclusivité de la société russe. Ce modèle de grand-maternité se rapproche du type impliqué involved, qui occupe une position quasi-parentale, Scherlin, Furstenberg, 1992. En France, on rencontre également une figure de grand-mère au très fort caractère, détenant une autorité au sein de la famille, très présente auprès de ses petits-enfants, Ségalen, 2001. Si l'existence de la figure centrale de la grand-mère pourrait en partie s'expliquer par une prédisposition à la prise du pouvoir dans la famille, la forte présence de grand-mères de ce type dans les récits de la vie de famille de l'époque soviétique indique que des explications sociologiques sont nécessaires. Les origines du pouvoir des personnes âgées peuvent être vues dans le passé rural de la Russie, Gessa Hornstedt, 2001. Or, les matériaux ethnographiques des 19e et 20e siècles montrent que dans les villages, d'une part, les personnes âgées étaient vues comme touchées par la démence, ce qui rapprochait leur statut de celui des enfants. D'autre part, puisque les ressources économiques étaient perçues comme limitées, les personnes âgées vivant trop longtemps étaient mal vues. Pansenko 2005. Dans les récits des personnes nées dans les années 1920 à 30, j'ai rencontré l'image de la maison rurale gérée par la figure autoritaire du grand-père. Car les cohabitations de plusieurs générations de paysans russes étaient toujours patrilocales, Cuisinier, Ragin 1967. La grande maison de paysans russes abritant plusieurs générations, a commencé cependant à disparaître après l'abolition du servage en 1861. Suite à l'appauvrissement des paysans et à leur exode vers les villes, elle s'est trouvée dispersée déjà dans les années 1880 à 90, ne subsistant que dans une minorité de familles paysannes riches, celle des Koulaks,
Cuisinier, Ragin 1967. De ce fait, il est difficile de parler de l'existence d'une autorité des grands-mères dans la société russe d'avant la Révolution. Une autre hypothèse relie l'autorité des femmes âgées au sein des familles à la Seconde Guerre mondiale. Gary Lenov-Karavaglia, 1982, présente la diminution drastique de la population masculine durant la guerre comme le moteur des politiques publiques d'incitation des femmes dans des emplois. Les services de babouchka pour garder les enfants sont devenus indispensables pour que les jeunes femmes puissent travailler. Lenov-Karavaglia, 1982. Or, mes données montrent que la figure de babouchka très investie est d'une part plus ancienne et d'autre part, serait fruit de processus plus complexes. La croissance de la part des femmes dans la main-d'œuvre date des années 1920 à 30. Grusdeva Sertina 1983. Les grands-mères occupant une place centrale dans les familles décrites dans les récits que j'ai recueillis sont des femmes qui ont pris en charge leurs petits-enfants nés dans les années 1920 à 70. Encore présentes dans les narrations de la vie de famille des années 1980, les grands-mères de ce type sont beaucoup plus rares. Cette figure est totalement absente des récits des relations intergénérationnelles autour de jeunes enfants aujourd'hui. 1.1. Parcours de vie ternaire et clivage générationnel. Les grands-mères occupant une place centrale dans la famille se présentent comme des figures marquantes. Ce sont des femmes âgées, mais toujours actives et dynamiques dont la famille représente le noyau de leur identité, puisqu'elles ont déjà renoncé à leur vie privée, à la sexualité et à leur aspect physique. Jessa Hanstedt, 2001. Comme les décrit Elisabeth Hanstedt, Jessa Hanstedt, 2001, ce sont des femmes qui durent. Effectivement, ces babouchkas mises en récit par mes interlocuteurs et interlocutrices sont porteuses d'une remarquable longévité. Quasiment toutes les grands-mères de ce type ont vécu environ 85 ans alors que l'espérance de vie moyenne des femmes russes n'a jamais dépassé 75 ans. Andreev, Visnevskij, 2004. Anna, née en 1981, doctorante, père géologue, mère chercheur, a été élevée par sa babouchka maternelle dès son enfance et partage toujours avec elle le même appartement. Elle a pris sa retraite à 55 ans. Et pendant 2 ans, elle a fait du yoga. Ces 2 années ont été vécues pour son propre plaisir. Et ensuite, je suis née. Et dès mon plus bas âge, on m'a confiée à elle. Et depuis lors, cette personne a cessé de vivre pour elle-même. Dans les témoignages décrivant cette figure de babouchka, la grand-maternité est présentée comme une période de vie à part. L'âge a peu à voir avec cette image qui se construisait principalement autour de la perception de la grand-maternité comme la fin de la féminité. Il faut dire que mon père avait 47 ans quand je me suis mariée. Et maman en avait 43. Et nous pensions qu'ils étaient des vieillards. Larissa, née en 1925, médecin, père cadre cheminot, mère au foyer. L'association de la féminité à la fertilité n'est pas méconnue des anthropologues spécialistes des aires culturelles lointaines, Héritier, 2009, et de la Société française d'aujourd'hui, Mardon, 2011. L'idée de la succession procréative des générations est bien présente dans le récit de Larissa, tout comme la procréation des femmes devenues grand-mères était honteuse en France à la même époque, Finéal, 2009, ou l'Est des sociétés comme les mousses de Burkina Faso, Vinel, 2007. Ce personnage de babouchka se cristallisait avec la naissance des petits-enfants. Parfois, si la grand-mère était professionnellement active lors de l'enfance de ses petits-enfants, c'est le rôle de l'arrière-grand-mère qui permettait d'occuper une position centrale dans la famille. Ainsi, la grand-parentalité ne pourrait être comprise qu'à partir d'une prise en compte d'au moins 3 générations, Le Borgne-Huguin, 2003. En outre, le care dispensé par les membres des familles à leurs proches est forcément ancré dans des politiques publiques, comme le formule Liane Moser, 2004. Un rapport éthico-politique, une interprétation des dispositifs, de ses droits et ses devoirs. La cristallisation de la figure centrale de la grand-mère semble liée à l'institutionnalisation d'un parcours de vie des femmes soviétiques en 3 étapes, jeunesse, âge adulte, vieillesse, Kushtanina, 2019. La fabrication de ce parcours de vie s'est faite en 2 étapes, qui correspondent à l'apparition de 2 seuils d'âge, entrée dans l'âge adulte et passage à la vieillesse. 1.1.1 Élaboration du premier seuil d'âge, accès des femmes au travail salarié. Les années 1920 à 30 ont marqué une révolution dans l'histoire des femmes russes.
Dès le début de l'Union soviétique, les hommes et les femmes ont eu des droits sociaux et politiques égaux, 1922, les femmes étant dotées du droit de vote dès 1917. Et quasiment dès ses débuts, l'État soviétique avait pour but d'amener les femmes au travail pour obtenir la main-d'œuvre pour l'industrialisation. L'ensemble des mesures incitatives s'est montré plutôt efficace. En 1922, les femmes constituaient un quart des travailleurs et 40% en 1940. Le maximum de la main-d'œuvre féminine a été atteint à la fin de la guerre, en 1945, avec 56%. Une fois la guerre terminée, les hommes ont fait leur retour sur les lieux de travail et la proportion de femmes dans la population active est restée légèrement au-delà de la moitié jusqu'à la fin de la période soviétique. Grusdeva Sertina, 1983. Le taux d'emploi, ou de formation, des femmes en âge de travailler 18 à 55 ans était de 90 à 92% dans les années 1970, Grusdeva Sertina 1983 et de 99,97% à la fin de l'ère soviétique, Teplova 2007. Le système de distribution, des accords entre les institutions de formation et les employeurs, garantissait à tout jeune diplômé un emploi et l'entrée directe dans le système de salariat avec embauche en contrat à durée indéterminée et à temps plein. Les femmes soviétiques ont ainsi accédé à la deuxième période du parcours de vie ternaire, la vie professionnelle salariée. Pour elles, cette période était peu interrompue puisque jusqu'à 1955, le congé maternité constituait 77 jours et entre 1955 et le début des années 1980, 112 jours rémunérés, 56 avant et 56 après l'accouchement. (21 2004). Le congé parental, quant à lui, est apparu dans la législation au milieu des années 1950, mais ce n'est que dans les années 1980 qu'il est devenu rémunéré. Zaharov, 2006, et ce n'est qu'en 1990 que la plupart des femmes s'est mise à y avoir recours, GGS. En outre, si sous l'Empire russe, l'éducation des femmes était l'apanage de la famille, l'État soviétique a pris des mesures pour faire monter le niveau de formation générale, et notamment celui des femmes. Selon le recensement de la population de 1897, presque toutes les femmes résidant dans le milieu rural et la moitié des citadines étaient illettrées, Kuznekova, 1980. Encore en 1926, seuls 30% des femmes russes étaient lettrées contre 50% des hommes. En 1939, déjà 82% des femmes âgées de 9 à 49 ans savaient lire et écrire. Grusdeva Sertina, 1983. En ce qui concerne la formation secondaire et supérieure, avant la révolution de 1917, un système d'institution pour les filles des couches supérieures a été mis en place, appelé Instituti Blagorodny de Vic, les instituts pour les filles nobles, où les filles étaient internes jusqu'à l'âge de 18 ans et apprenaient l'art d'être maîtresses de maison, la musique, le chant et les langues étrangères. Belousov, 2004. Les universités étant interdites aux filles, certaines jeunes femmes parmi les plus aisées se rendaient en Suisse pour accéder aux études universitaires, comme d'autres européennes de l'époque, Duby, Perrault, 1991. Les universités n'ont été ouvertes aux femmes qu'avec la Révolution. D'après le recensement de 1897, en Russie, il n'y avait que 4 femmes ingénieures, Kuznekova, 1980, et à la fin des années 1970, 32% des ingénieurs soviétiques étaient des femmes tout comme 40% des scientifiques, Kuznekova, 1980. Ainsi sont apparues des générations de femmes, fortement investies dans l'activité professionnelle. Svetlana Barsukova, 2001, propose de retracer les mutations de l'image de la femme soviétique à travers des mythes de type Cendrillon, dont la trame a été fortement mobilisée par la propagande et l'art soviétique. Les images des Cendrillons ont été multipliées et médiatisées au niveau du pays, de la ville, voire du village. La réussite de la Cendrillon soviétique ne s'effectue pas à travers le mariage, mais dans le domaine professionnel. Dans les années 1930, alors que le but primordial de l'État était la croissance économique qui nécessitait l'augmentation de la main-d'œuvre, les Cendrillons étaient des femmes qui réussissaient dans le travail, particulièrement dans les métiers traditionnellement masculins comme tractoriste ou ouvrière. Barsukova, 2001.
Suite à la guerre où les femmes ont travaillé et même combattu avec et comme les hommes, ce travail à parts égales avec leurs homologues masculins a cessé d'être un exploit. Alors, dans les années 1960, une nouvelle image de Cendrillon est apparue, incarnée par la première femme astronaute Valentina Tereshkova, une femme capable de travailler comme les hommes dans les domaines les plus complexes de la science et de la technologie, Barsoukova 2001. Dans les récits recueillis apparaît ce discours des femmes très engagées dans leur activité professionnelle, perçues comme exceptionnelles et novatrices. La domination du travail sur la famille se traduit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.